Donc, on commence la deuxième partie. Il fallait cette phase d'introduction, comme je vous dis toujours, pour éclairer, expliciter un système complexe. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas survoler le sujet. Maintenant, ça va être un peu plus sexy. On va vraiment parler de la pratique de l'OSINT. Je vais vous laisser ce diagramme. Il faut vraiment que vous le connaissiez par cœur. Ok? Tant que pour vous, ça, c'est pas rentré dans votre tête, ce diagramme, vous ne connaîtrez rien de l'OSINT. L'OSINT, c'est cette mise en pratique. Ok? On va venir attaquer de façon séquentielle et récupérer, glaner des informations. Et vous voyez que ça concerne de nombreux sujets. Mais c'est toujours trois grandes étapes. La collection des données au niveau des médias, comme je vous le disais, les données gouvernementales, Internet, les données commerciales, tout ce qui est infrastructure réseau. Qu'est-ce qui me donne accès à l'information sans que je n'ai besoin de pirater le système. Le système d'information, le système informatique. Ok? Ensuite, il y a une phase d'analyse. Je vous ai toujours dit, on va venir raffiner l'information. On va faire à la fois une analyse lexicale, sémantique. On peut faire à la fois aussi une analyse géospatiale et sociale. Ok? Donc c'est la conjoncture de toutes ces sciences. Et tant il y a un aspect très technique, si je dois vous parler de l'analyse géospatiale, il faut des connaissances. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai étudié quand j'ai été jeune. Et l'analyse sociale. Ok? Donc c'est la conjonction. On va s'intéresser à ce qui se dit, de quelle façon ça se dit. On pourrait résumer trivialement l'analyse lexicale et sémantique. Et après, en termes géospatial, il va falloir définir, contextualiser, raffiner l'information via une analyse sociale. Puisque nos avatars sur Internet ne sont ni plus ni moins que des copies conformes de nos existences dans le monde réel. Ok? Tout ce que vous faites sur la matrice, il y a une part de vous qui est ancrée là-dedans, en termes d'intellect, en termes de psychologie. Ok? Donc pour une partie adverse, tout ce que vous mettez sur Internet va être source d'information. Ok? On va pouvoir en apprendre un peu plus sur vous. Ok? Donc après, il y a deux techniques. Soit c'est fait délibérément, ok, comme la plupart des citoyens, vous exposez vos vies sur Internet et vous vous rendez pas compte des implications, ou ça peut être fait dans le cadre de la guerre de l'information. Ça peut être fait à dessein, ok. Je peux livrer, traiter des certains sujets et ça va induire en erreur la partie inverse. Je vais commencer à l'intoxiquer. Elle va penser que je suis comme ça, alors que je suis comme ça. Ok? Donc c'est toute une technique de manipulation de l'information, mais c'est une technique de manipulation, ni plus ni moins. Ok? Quels centres d'intérêt sur lesquels je vais me focaliser, quels sont les sujets que je vais aborder, ça c'est le contrôle de l'information. Ok? Je peux à la fois le faire pour des raisons légitimes, notamment comme les lanceurs d'alerte, qui font fuiter des infos pour avertir le grand public. Je peux vous parler d'Assange, de Snowden. Et il peut y avoir aussi une instrumentalisation. Ok? On peut dire que Assange, Snowden ont peut-être été intoxiqués, instrumentalisés par une partie adverse. Mais après, il faut en amener les preuves. Mais c'est tout à fait possible. Vous voyez? Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Je vais pouvoir traiter de sujets qui sont clivants au sein de la société pour engendrer en fait des réactions. Ok? C'est comme les lois de la thermodynamique au niveau de Newton. Toute action entraîne réaction. Ok? Donc je vais pouvoir jouer sur, c'est ce qu'on appelle la dialectique hegelienne. Je vais pouvoir créer de toutes pièces un problème, attendre la réaction du grand public et apporter des solutions. Ok? Terrorisme, peur du peuple et loi martiale. Instauration de lois de promulgation militaire qui vont accroître la surveillance de masse. Ok? Virus, Covid, crise du Covid, peur de la mort, contrôle de l'information, contrôle des médias, vaccination obligatoire à la rentrée. Ok? C'est des exemples comme ça, très triviaux que je vous donne. Je suis pas sûr que j'ai raison. C'est juste des exemples comme ça qui me passent par la tête en ce moment. Et ensuite, raffiner la donnée. Je vous l'ai dit, c'est la troisième étape. On va passer par la corrélation, la classification, la détection de sources extérieures,
Le clustering, qu'est-ce que je vais pouvoir regrouper, hein, on va chercher des données qui sont hétérogènes au sein du cyberespace et je vais chercher une certaine homogénéisation. Ok. Le principe de régression et les patterns. Les patterns, vous les trouverez tout le temps en criminalistique. On parle constamment de patterns. Là, c'est au niveau du tracking. Ok. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour récupérer des informations sur vous. Ok. On a des techniques d'OSINT, on le voit bien, à partir d'un vrai nom, on va corréler les informations. L'utilisation de pseudonymes, les adresses mail, les réseaux sociaux, les recherches. Sur les moteurs de recherche, votre localisation via le GPS, via les métadonnées et autres, les noms de domaine que vous fréquentez et les adresses IP, les traces que vous laissez sur Internet. Tout ça, c'est un transfert de données et c'est ce qu'on appelle la théorie des graphes. Ok. À partir des métadonnées, les métadonnées ne me servent à rien. Par contre, si je récupère toutes les métadonnées et que j'en tire des graphes, je comprends les relations que vous avez avec les individus, qui vous fréquentez, et j'ai même pas besoin de savoir ce que vous dites, je sais déjà combien de temps vous appelez telle personne, ok, par jour, ce que vous communiquez par téléphone, par fax, sur des réseaux cryptés, ça me donnera bien plus d'informations. C'est pour ça que si on en revient au monde du renseignement, les métadonnées, on n'a même pas besoin, ils le font, vous inquiétez pas, mais ils n'ont même pas besoin de lire vos messages. La fréquence, ok, le nombre de messages que vous envoyez à une autre partie, ok, un autre individu, au niveau des canaux de communication, si on étudie tout ça via la théorie des graphes, via la théorie de l'information, on peut savoir déjà, sans que vous nous le dites, ce que vous faites. Ok. Ça, c'est le principe du renseignement. Ensuite, les informations personnelles, hein. Comme je vous disais, vous laissez des traces. Quand bien même vous essayez de réduire votre surface d'attaque sur Internet, vous laissez constamment des traces. Ok. On a tous des adresses mail, on a un vrai nom, on a des pseudonymes, des noms d'utilisateurs, on a un âge, on a un CV, on a des numéros de téléphone, on a une carrière professionnelle, on vit dans un pays et on a reçu un certain type d'éducation. Ensuite, au niveau de l'information organisationnelle, je vous ai dit, on s'intéresse à l'individu. Ensuite, on s'intéresse au groupe, à l'organisation, les noms de domaine, les images, ce que vous récupérez sur les moteurs de recherche, ok, les entreprises qui vous intéressent, pour lesquelles vous travaillez, vos coordonnées GPS, tous les sites web que vous consultez, ça, c'est le big data, ok. Et après, toute la partie technique au niveau du réseau. Quels sont les sous-domaines, les domaines que sur lesquels vous naviguez, les adresses IP que vous laissez, les noms d'hôtes de vos machines que vous laissez, et toute l'information au niveau de l'enregistrement, puisque vous créez des comptes sur des sites en ligne, on a également une partie en base de données qui va nous permettre d'avoir énormément d'informations sur vous. En fait, hein, quel système d'exploitation vous utilisez, et tout est enregistré via les enregistrements DNS. Ok. À chaque fois, vous tapez dans vos barres de recherche le nom de domaine. Vous ne rentrez jamais l'adresse IP. Ce nom de domaine est enregistré et Google passe son temps à faire ces enregistrements. Et si c'est pas Google, votre fournisseur d'accès à Internet a accès à tous vos enregistrements DNS. Donc il sait ce que vous faites. Ok. Et très souvent, les gens utilisent une composante Tor ou une composante VPN pour ne citer qu'elle et oublient que le DNS peut fuiter. C'est ce qu'on appelle du DNS leak. Et les requêtes en DNS vont être faites non pas de façon chiffrée, mais en clair. Ok. Donc vous utilisez un canal de communication qui est chiffré, qui est crypté. Cependant, chaque requête que vous faites sur Internet via le DNS est enregistrée. Donc vous voyez bien que déjà, c'est une technique de renseignement. Ok. On va affaiblir. Si je sais ce que tu fais au niveau du DNS, tu peux utiliser tous les moyens cryptographiques. J'en ai rien à foutre. Avec tes DNS, je sais exactement ce que tu fais, où tu vas, ce que tu penses. Ok. Et donc ça, c'est quoi concrètement? C'est un travail de recherche, de data mining, de data profiling. On va tirer des graphes, on va tirer toutes les connaissances qu'on aura pu acquérir sur vous. Pourquoi? À des fins
politiques, à des fins sexuelles, hein, connaître vos préférences religieuses, sexuelles, comme je vous le disais, économiques, les relatifs, donc tous vos fréquentations, cercle d'amis, familial, cercle professionnel. Est-ce que vous êtes plutôt un citoyen bien rangé, hein, qui garde sa langue dans sa poche, ou vous êtes un activiste et vous parlez beaucoup, vous critiquez sur les réseaux sociaux? Est-ce que on va engager des techniques de désanonymisation parce qu'on pense que vous êtes soit un terroriste, soit un méchant hacker, soit quelqu'un qui peut aller à l'encontre de l'État-nation et comment dire, de la protection, hein, du pays, donc la raison d'État. Est-ce que vous allez contre la raison d'État? Est-ce que vous cherchez à faire fuiter des informations qui ne sont pas dans le domaine public? Vous êtes un lanceur d'alerte. Si jamais c'est le cas, vous deviendrez leur cible, ni plus ni moins. Votre vie cachée, ok? Vous avez des enfants illégitimes, vous avez des relations extra, comment on dit, adultérines, pardon. Est-ce que vous commettez des crimes concrètement? Quelle est votre activité sur le web? Quels endroits vous avez visités, hein, en termes physiques et sur le net? Et les réseaux. Les réseaux, c'est bien sûr, c'est les réseaux informatiques, mais c'est aussi des réseaux. Vous êtes un réseau. Autour de vous, un exemple, la NSA s'intéresse à vos relations à 3 poignées de main. Ok? Ça tombe bien, on dit toujours qu'on est à 3 poignées de main d'une célébrité. C'est-à-dire, je vous laisse faire le calcul, mais imaginons que vous ayez que 2 parents, ok? Et 3 amis. Et bien, ces 3 amis, on va chercher 3 autres amis, ok? Donc on voit que c'est exponentiel. Vos 2 parents, on va chercher 3 relations qui connaissent. C'est-à-dire qu'on va chercher une relation qui a aussi 3 relations. Ces 3 relations, on va chercher une autre relation. Ça devient vite exponentiel. Quand on met sous surveillance 5 personnes, ok, c'est des milliers de personnes qui sont sur écoute. Ok? Et en général, si on est assez social, dans notre vie, on connaît à peu près entre 100 et 150 personnes. Ok? Vraiment. Donc, je vous laisse calculer, c'est des milliards de personnes qui sont sur écoute. C'est pour ça qu'on est dans la surveillance de masse. C'est que si je dois m'intéresser à une cellule, eh ben je sais que c'est des millions de personnes. C'est ce qu'on appelle les effets de bord. Je sais que parmi ces relations, il y a des gens bien, il y a des gens honnêtes. Le problème, c'est qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous connaît. Ok? Et à partir de là, c'est des millions de personnes qui sont sous surveillance. Et ça se passe dans nos belles petites démocraties. Toujours avoir du recul, un esprit critique sur la société. Ok? Donc là, aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir concrètement les techniques d'OSINT. Ok? Donc parlons de collecte. Donc avant les étapes d'analyse et d'extraction du renseignement, les investigateurs, donc c'est mal traduit, mais les enquêteurs en fait vont récupérer un ensemble de données sur la cible. Je vais vous remettre le diagramme pour que ça soit bien clair, que vous compreniez bien. Parce que c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter toutes les informations sur une cible. Hein. Avec ça, on va pouvoir développer d'autres techniques d'OSINT. En particulier, on va chercher tout ce qui est, comme je vous le disais, moteur de recherche, réseaux sociaux, adresse mail, nom d'utilisateur, nom réel, emplacement, adresse IP, nom de domaine. Toutes ces techniques d'OSINT qui permettent de glaner des informations sur votre petite personne. Ça, c'est la première phase, c'est la phase de collecte et de reconnaissance. Dans cette phase, en fait, on suppose qu'au moins une pièce atomique au sens propre, hein, en tant que atome, individu, on part d'une pièce à charge, ok? Imaginons que vous êtes allé sur un site djihadiste, on a les logs DNS, on a votre adresse IP, on a votre système d'exploitation. À partir de là, on va venir corréler toute votre vie, ok? Il suffit d'un atome. Et vous faites partie de la matrice, vous faites partie de la voie lactée, j'ai envie de dire. Donc, on va récupérer tous vos noms réels, nom d'utilisateur, adresse email. Hein. C'est ce qu'on appelle la seed. Seed, en anglais, ça veut dire la graine initiale. Vous trouvez ce principe de seed et de leacher en BitTorrent. Okay? Les leachers, c'est ceux qui veulent récupérer un fichier BitTorrent. Les seeders, c'est ceux qui ont la graine initiale, qui ont toutes les métadonnées et la donnée en soi, et qui vont pouvoir partager aux autres. Et c'est le même principe. Ok?
Donc, on a des techniques pour obtenir plus de données. C'est vraiment l'art de l'OSINT. C'est récupérer à partir de données triviales, ok, ne serait-ce qu'un transfert de données vers votre ordinateur. Et à partir de là, on va venir étudier toutes les transactions et comprendre en fait euh, votre avatar, comment il se propage en termes d'internet, ok, quelle aura il a, quelle comment dire, comment je pourrais dire, quelle image de marque, oui, hein, parce qu'on a tout ce qu'on appelle la street cred hein, dans le jargon, mais vraiment la crédibilité, tu vois. Là, ça se passe pas sur la rue, ça se passe sur Internet en fait. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une certaine aura, qui est capable de capter les foules, qui a des réseaux sociaux avec des millions de followers, ou tu es un petit poisson. En fonction de ça, on n'utilisera pas les mêmes techniques et il n'y aura pas les mêmes moyens d'espionnage qui seront mis en place. Ensuite, l'analyse. L'analyse, grande partie, on va commencer et continuer par processus itératif. Ok. Donc, on va analyser toutes les techniques au SINT qu'on a à notre disposition, pardon, et on va essayer de générer de la valeur intrinsèque au niveau des informations. C'est ce que j'appelle le raffinage de l'information. Ok. Donc, si je dois vous donner quelques exemples que je vous ai déjà donnés, mais l'analyse lexicale, les données brutes doivent être examinées, pardon, pour relier en fait des relations à partir du texte. Un simple texte, on va avoir la traduction de la langue utilisée et on peut également appliquer et filtrer le bruit, ok, ajouter de la valeur à partir de phrases qui n'ont aucun sens. Ok, la partie adverse peut coder ces phrases. Ok, à partir de là, l'analyse lexicale et l'analyse sémantique vont nous permettre parfois de comprendre quelque chose qui est implicite. Ok, il y a une forme de d'offuscation, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser certains termes dans le dictionnaire, eh ben, je vais les remplacer par d'autres. Ok, et donc je vais, si une personne lambda écoute ma communication, quand bien même elle n'est pas chiffrée, puisque j'ai permuté certains mots dans mon canal de communication et qu'il n'y a que les deux parties qui sont sur ce canal de communication qui connaissent comment dire, les modifications qui ont été faites. Hein. Si sac devient voiture, voiture devient bateau, bateau devient avion, vous comprenez vite que ça peut être extrêmement compliqué. C'est une technique d'offuscation. L'art de la sémantique et de la lexicale, c'est justement de retrouver le traitement du langage naturel et on va appliquer des algorithmes en fait qui vont permettre d'analyser à la fois le sens de ce que vous dites, les mots que vous utilisez et ça permet de tirer des analyses en fait au niveau de vos propres sentiments en fait. Comment votre état émotionnel. Ok, on en revient aux techniques de profiling utilisées par le FBI à Quantico, mais rentrer dans la tête du méchant. Le méchant, tout est relatif. Ce n'est qu'un point de vue, c'est un mot comme ça, mais on rentre dans la tête de notre cible. Ok. Donc, est-ce que la personne est positive, négative, est-ce qu'elle est neutre? Et on a des procédures de découverte de la vérité, comme on dit en fait. C'est une tâche difficile, mais on va corréler de multiples sources et les mettre en opposition pour comprendre en fait vos objectifs. Ok. Ça, c'est le principe du renseignement. Je vous ai parlé de l'analyse géospatiale. On va récupérer toutes les données recueillies à partir des réseaux sociaux, de ce que vous faites, les travaux que vous laissez. Ça veut dire moi, ma chaîne YouTube, les événements, les capteurs, tout ce qui permet de faire du renseignement, c'est-à-dire votre smartphone. Votre smartphone est bourré de capteurs qui constamment vous espionnent. Ok. Vous n'avez rien à cacher, vous êtes un bon citoyen. Ok. Il n'empêche qu'on vous espionne chaque seconde que Dieu fait. Ok. Que vous le vouliez ou non. Donc on va utiliser des cartes ou des graphes qui vont faciliter la représentation et la compréhension des données. Je vous ai dit, les métadonnées, c'est extrêmement puissant. Mais si on n'a pas une représentation objective des métadonnées, alors ça ne sert à rien. C'est le principe de raffinage de l'information. C'est ce que font les agences. Donc, je vais essayer d'extraire des liens significatifs, voir s'il n'y a pas des incidents. Est-ce que vous vous êtes froissé avec des gens? Ok. Est-ce que récemment vous vous êtes séparé d'amis, de membres de vos familles? Ça me permettra d'avoir de nouveaux leviers et comprendre votre psyché interne. Ensuite, l'analyse des médias sociaux. Les fonctionnalités apportées par les médias sociaux
permettent aux chercheurs d'approfondir l'analyse des utilisateurs. Là, pas besoin du renseignement. Les GAFAM passent leur temps à faire ça. Donc dans un tel scénario, l'analyse des données sociales permet la création d'un réseau de contacts. Okay, on va faire un nuage de points et vous serez tous en corrélation. Vos interactions, les lieux où vous vous rencontrez, les comportements et les goûts en la matière. Que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, IRL, comme on dit aujourd'hui. Donc les résultats du lancement des techniques submentionnées sont considérés comme des informations de sortie et sont classés en 3 groupes principaux. Donc qu'est-ce que cette technique de data mining, du big data, c'est prendre des données en entrée et recevoir des données en sortie. Qu'est-ce qui a changé entre l'entrée et la sortie? Eh bien c'est ce processus de raffinage de l'information, de classification qui va me permettre d'extraire des données brutes et d'avoir en sortie des données qui sont raffinées, qui sont pertinentes, que je vais pouvoir utiliser en tant qu'intelligence contre vous. Ok ? Les informations personnelles fusionnent. Vous savez que toutes les bases de données, on peut vite vous retrouver. On utilise tous le même nom. Si on fait face à l'administration, on a une adresse mail, on a un numéro de sécurité sociale, on a une adresse, on a un nom d'utilisateur, on a des réseaux sociaux et les moteurs de recherche ne font que récupérer toutes ces données, et les mettre en place. L'information organisationnelle aussi, elle est formée par des aspects d'une équipe ou d'une entreprise qui est composée d'individus naturellement. Elle est essentiellement collectée via des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, encore une fois, la localisation, les noms de domaine, les adresses IP techniques. Un exemple, un Black Hat va se servir de l'OSINT pour repérer des cibles et s'il veut attaquer une entreprise, il va trouver le maillon faible, et utiliser des techniques de renseignement, utiliser des techniques d'ingénierie sociale pour gagner la confiance d'un individu qui pourra lui octroyer des accès privilégiés au sein de l'entreprise ou trouver une porte de sésame en fait, pour trouver une faille. Et la faille, vous savez que c'est toujours l'humain. Avant d'attaquer un système informatique, la première faille, c'est l'humain. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui parle trop sur les réseaux sociaux, qui a des problèmes de cœur, des problèmes d'argent, et je vais pouvoir lui offrir des filles, je vais pouvoir lui offrir de l'argent, je vais pouvoir le faire parler, grâce à l'alcool, et il va me raconter sa vie, et je vais trouver une faille pour pouvoir le manipuler et pouvoir parvenir à mes fins. Il me donnera les codes d'accès, il me donnera son mot de passe qui va me permettre de se connecter au serveur, C'est des techniques qui sont utilisées également dans le renseignement. Ne vous voilez pas la face. Et les informations sur le réseau couvrent des données techniques du système. Avant d'attaquer un système, il faut que je planifie ma cyberattaque. Je dois connaître parfaitement la topologie de communication. Au niveau du réseau, je dois connaître les systèmes de défense en place, pare-feu, système anti-intrusion, et je dois connaître vraiment l'architecture de ma cible. C'est comme un repérage quand vous allez braquer une banque. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. On va travailler sur les plans de la banque. On va étudier les forces en présence, les systèmes de surveillance. Et on ne va pas arriver les mains dans les poches et faire n'importe quoi. C'est les vrais braqueurs, ils fonctionnent comme ça. C'est la même logique. Il y a une phase de reconnaissance. Reconnaissance opérationnelle. Donc, troisième étape, le knowledge extraction. C'est ce qu'on pourrait traduire par l'extraction des connaissances, via l'OSINT en fait. La valeur des informations recueillies jusqu'à présent est indiscutable. Et je vous ai dit, savoir, c'est pouvoir. Cependant, l'extraction des renseignements de ces résultats conduit au fait que ça fournira une reconnaissance attrayante de la cible. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on aura fait le traitement des résultats d'analyse. C'est ce qu'on appelle les infos de sortie par opposition aux infos d'entrée. Collection, entrée. Knowledge extraction, sortie. Analyse, c'est le raffinage de l'information. Processus en 3 étapes qui se fait de façon séquentielle. Donc, qu'est-ce que la corrélation? Comme son nom l'indique, on va détecter les relations entre les personnes, les événements ou les données. C'est pareil quand on étudiera une cyberattaque.
et voir un petit peu les forces en présence, quelles sont les caractéristiques, quels sont les différents agents, les différents individus, les différentes cibles, ok? Comment ils communiquent, et est-ce que c'est par des canaux explicites ou des canaux implicites? Est-ce que les canaux de communication sont chiffrés? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Ok. Ensuite, on a la classification. Sans classification, on n'a pas de raffinage de la donnée. La classification, en fait, les données elles peuvent être divisées en groupes selon des catégories qui sont prédéfinies. On a, par exemple, l'apprentissage supervisé. Mais en gros, cette technique, ça permet d'organiser de grandes quantités d'informations pour une connaissance plus efficace. Hein. C'est ce qu'on appelle l'extraction de bord. C'est un des processus inhérents au raffinement, au raffinage de l'information. Ok? On va en extraire la quintessence. Ensuite, détection des valeurs aberrantes. En fait, cette procédure, ça analyse l'ensemble des données et ça va y détecter quoi? Des patterns, des anomalies. C'est particulièrement intéressant dans l'observation des agents malins. Ok? Au niveau des cibles, on va étudier leur comportement, leurs actions et en fonction de la population générale. Ok? Un seul exemple, qui vous fait des cours sur l'OSINT et le renseignement sur YouTube en langue française? À part moi, j'en connais pas beaucoup. Donc là, direct, on peut, à partir de mon profil, dire soit il a une certaine connaissance, il a travaillé dans le secteur, soit il est intelligent, il sait récupérer des informations, mais en tout cas, il a un comportement qui est totalement différent de la population générale. La population générale va sur YouTube pour s'abrutir et voir Carlito et McFly, pour en venir à ma petite anecdote de tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est en fonction de vos actions aussi, ça peut traduire certaines, comment dire, de vos implications, en tout cas de vos connaissances sur certains sujets. On va pouvoir déjà dresser un profil, ok, en fonction de vos connaissances. Qu'est-ce que connaît la population générale, le PK moyen, et qu'est-ce que connaît l'individu. Et en confrontant ces idées, on peut tirer une certaine logique. Hein. D'où vient la personne, quel est son niveau d'études, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, pour qui il a travaillé, quelles sont ses motivations. Ensuite, on a la technique du clustering. Le clustering, en fait, ça attribue des éléments de données en cluster. Vous avez entendu parler de ce mot depuis la crise du Covid. On parle également de cluster. Ok ? Donc en gros, c'est être capable de considérer une grande quantité de conditions ou qu'on parle d'heuristique. Okay, l'heuristique, c'est l'analyse comportementale. Cela pourrait révéler, par exemple, différentes manières de se comporter en réseau. Okay, à la fois dans la vie, à la fois sur Internet. Divers types de profils ou catégorisation des formes d'attaque des individus, des organisations ou des infrastructures, sans savoir l'existence de cette diversité au préalable. Ok, donc c'est vraiment un travail d'analyse et on va tirer un profil psychologique. Ok, donc et on a le principe de régression. Je vous en ai parlé, mais je vous ai pas dit ce que c'était. L'objectif principal de cette technique est de prévoir ou de prédire des valeurs ou des faits numériques. Par exemple, une régression linéaire renvoie une valeur à une fonction linéaire. Un réseau de neurones est une structure qui mappe les combinaisons complexes d'entrée à une sortie ou un apprentissage en profondeur. C'est ce qu'on appelle le deep learning, qui est composé de plusieurs couches qui vont combiner et effectuer des opérations sur l'entrée pour avoir quoi? Une donnée raffinée, traitée, catégorisée, classifiée en sortie. C'est le principe du raffinage de l'information dans le monde du renseignement ou du big data. Ensuite, on a des modèles de suivi. C'est ce qu'on appelle les fameux tracking patterns. Ok ? Donc, différent des détections d'anomalies, la connaissance des formes est un processus de détection des régularités. On va chercher à la fois les irrégularités et à la fois les régularités vous concernant. Les méthodes mentionnées ci-dessous peuvent être incluses dans le concept large de découverte du savoir. Savoir, c'est encore une fois pouvoir. Donc en fait, toute technologie d'intelligence artificielle est adaptée à l'extraction de connaissances en données ouvertes. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus, depuis 10-15 ans, une place prépondérante dans le machine learning, dans le deep learning,
ok? Et vous savez que l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner si on nourrit pas la bête, entre guillemets, en données, ok? Pour que ça fonctionne, l'intelligence artificielle, elle a besoin d'être nourrie avec des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de datasets, de données, ok? Plus on lui donne de l'information en entrée, plus on améliore les réseaux de neurones. C'est les bases du machine learning, du deep learning. Ok, c'est l'auto-apprentissage. Mais pour qu'il y ait un auto-apprentissage, il faut nourrir la machine. Et qu'est-ce qui nourrit la machine aujourd'hui? C'est le big data. Et qu'est-ce que le big data? C'est tout ce que vous faites. Tout ce que fait l'humanité à chaque seconde sur Internet. Ça, c'est le big data. Et pas que. Mais on va résumer. Ok? Donc ça, il faut vraiment le comprendre et ça a transformé nos sociétés modernes, vraiment. C'est extrêmement technique et c'est opaque, mais c'est ce qui fait fonctionner le monde en fait. Hein. Donc on voit bien que ces processus, j'ai envie de dire, suscitent et posent plusieurs défis qui résident dans la recherche et l'extraction de la connaissance en fait pour identifier, profiler, surveiller les criminels, reconnaître et explorer les programmes malveillants, les organisations, découvrir les incidents cybernétiques, les cyberguerres. Hein. Donc on a plusieurs considérations relatives à la protection de la vie privée qui se posent et on voit que il faudra légiférer. On ne peut pas laisser ça comme ça puisque automatiquement la technologie évolue beaucoup plus vite que le cadre juridique, le cadre légal. Donc on est toujours un peu perdu et ça pose, même dans nos sociétés démocratiques, le droit de savoir si on peut s'accaparer la connaissance, le savoir, et si on peut espionner ses propres citoyens. Mais ça, c'est un autre sujet de fond. Donc on verra les techniques et les services de collecte de l'OSINT. Je vais passer de la théorie pure et dure qui doit être extrêmement complexe pour vous et pas spécialement fascinant, mais je vous assure que cette série de vidéos, on va creuser et on va revoir les techniques, la technique de Google Darting, comment exploiter les réseaux sociaux et comment fonctionne l'OSINT en termes techniques et comment faire du renseignement sur le réseau anonyme Tor ou tout réseau décentralisé. Donc c'est extrêmement complexe. Vous voyez que honnêtement ces 23 pages, je voulais les résumer en 2 vidéos. C'est impossible. Je pense que la série va faire 7, 8 vidéos. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont passionnés, tout comme moi, sur le sujet, j'espère que ça vous plaira. Pour les autres, vous trouverez ça rebutant, pas intéressant. Je peux tout à fait comprendre. Tout est question de point de vue. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.